Le temps passe si vite. C'est fou de dire qu'on est bientôt à la fin de saison. Nous entrons dans le mois de mars. Nous avons un mois très important pour beaucoup de clubs, même voilà, en Europe. Mais évidemment, en Ligue 1, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end comme d'habitude. Très très bonne vidéo à vous. Je sais que beaucoup m'envoient des messages. J'écoute ça au travail, en rentrant des cours, dans le bus, etc. C'est super gentil à vous, les gars. Merci du fond du cœur. Je profite aussi du vendredi généralement pour faire un petit peu en mode cut en mode off, mais je lis vos messages, je ne réponds pas du tout, mais je les lis. Il n'y a pas de problème. Merci encore les gars, du fond du cœur. Et on va parler voilà de ces clubs-là. Il y a eu une semaine présente très importante où voilà, c'est vraiment resserré pour la course à l'Europe pour beaucoup de clubs. Et la course au maintien est vraiment, pour le coup, assez palpitante parce qu'actuellement, on est dans l'incapacité de dire qu'il va descendre en Ligue 2, même si voilà, Montpellier ou Le Havre, qui sont les 2 derniers, attention, ils peuvent remonter. Bref, ça va être très très intense. Je vous souhaite encore une fois un excellent week-end, une très bonne vidéo. Et je vous propose de commencer par le premier match entre l'AS Monaco et le Stade de Reims. Quelle, particularité ce match-là. Bon, il est très bizarre parce que déjà Monaco ne vit pas, la période la plus folle actuellement. Bon, il y a quand même pas mal de défaites, il y a une élimination en Ligue des Champions et il y a des matchs relativement frustrants, je pense, pour les Monégasques qui, assez partagés parce qu'on peut, être déçu d'un point de vue offensif, même si bon, pour moi, c'est réellement pas le problème de Monaco. C'est la seconde équipe en France après le PSG qui génère le plus d'occasions. Mais derrière, c'est assez fébrile. Il y a aussi beaucoup d'erreurs, hein, il faut aussi le dire. Il y a beaucoup d'erreurs. Je prends par exemple Singo. Singo qui pour moi est très, très bon, cette saison honnêtement, c'est un des meilleurs monégasques. Il a été absent quelques matchs. Bon, il aura fait quelques petits matchs pas bons, mais il peut faire des erreurs en fait ces joueurs-là et globalement, ouais, je pense que toute la défense, de Monaco a été impactée. Le gardien n'est pas non plus exceptionnel. Kerrer aura fait également une très bonne saison, mais également des erreurs, notamment contre Benfica, donc c'est un peu dur. Ça sort, d'une défaite, contre le LOSC, où ils étaient bons, honnêtement. Alors première période relativement équilibrée, j'ai trouvé un Monaco avec beaucoup de répondants. Je pense qu'en seconde, ouais, voilà, ils ont largement dominé les débats, mais encore une fois, ce problème de finition. Alors, ouais, Biarrête aura, contribué à la passe, très bonne talonnade, je crois, sur, Minamino. Il n'aura pas marqué, il sera sorti à la 66e, peut-être un peu frustrant aussi. Akilouche n'aura pas fait un bon match, entre autres. Ouais, il y a un manque de finition de 1 de la part de Monaco et de solidité défensive des 2. Bon, maintenant, Monaco va affronter l'équipe de Reims très particulière. Salut à vous les Rémois, c'est votre club dans une situation trop bizarre. Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, Reims, ouais, et en demi-finale de Coupe de France, ils affronteront l'AS Cannes, ok. Et ouais, Reims est pas loin d'une finale de Coupe de France. Pourquoi je rigole? Ben ouais, Reims est dans une situation critique et les mots sont faibles. Reims est à rien du barrage, à 3 points seulement de l'AS Saint-Étienne et ouais, je le rappelle, il y a eu un très bon début de saison, pour Reims, on en parlait d'ailleurs. Le début de saison de Reims, c'est très bon. Il y a pas de problème, match nul, contre Marseille, voilà, des bonnes victoires, très importantes. Tu es, je crois dans le top 6, voilà et cetera. Tu, fais un match nul contre le PSG, tu vas Angers, tu vas Montpellier. À l'issue du 6 octobre, je crois que tu es dans le top 4 ou pas loin. Tu es très, très, très bien placé. Bon, bah, depuis, il y a une victoire, contre Le Havre en Ligue 1, mais quelle est la dernière victoire en Ligue 1 à part celle-là? En Ligue 1, j'ai bien dit, c'est pas ça, c'est en Coupe de France. Bah, il y en a pas. Vous ne rêvez pas, depuis ce match-là contre Le Havre, le 10 octobre, le 10 novembre, Reims n'a plus gagné un match de football en Ligue 1 et n'a plus gagné un match de football tout court depuis le 22 décembre contre une équipe amateur, de Coupe de France. Donc c'est une situation très critique, pour Reims, même si je trouve qu'elle peut répondre présente dans certains matchs quand elle se hisse à un certain niveau. Ça est-ce que ça peut le faire contre Monaco? C'est un match, assez spécial honnêtement à analyser. Je rappelle que le classement extérieur, voilà, Monaco, ne se déplace pas bien, mais ce qui est intéressant quand même à noter, c'est que Reims a eu, je crois, la majorité de ses points, à l'extérieur. Voilà, 12 points à l'extérieur, 3 victoires, 3 nuls. Par contre, à la maison, Monaco, c'est quand même très fort. Il y a beaucoup plus de régularité, je pense, de la part de Monaco à la maison. Il y a eu 2 défaites, mais 8 victoires, ce qui indique quand même une équipe qui est très forte et qui marque aussi, je trouve, beaucoup à la maison. Le prono ici, bon, voilà, malgré le sursaut et moi, ils ont réussi à se qualifier, pour la demi-finale de la Coupe de France. Soyons honnêtes, je vois quand même un réel avantage de Monaco parce que Monaco, certes, a des difficultés, certes, voilà, a vraiment du mal derrière, peut manquer de finition, mais dans l'absolu, Monaco est plus fort que énormément d'équipes Ligue 1, même si voilà, Reims a de quoi considérer ce match de manière très importante parce que c'est le maintien. Bah, Monaco également, ça doit jouer l'Europe. Monaco, il y a pas de débat. Contre Lille, qui est une très, très bonne équipe, ils ont joué à l'extérieur, les Monégasques, ils auront perdu, mais le match en tant que tel, je l'ai pas trouvé mauvais, notamment en seconde période où tu as généré des occasions. Bon, tu as beaucoup d'occasions, tu risques de marquer contre un, ce qui peut être un peu friable, mais je suis pas non plus le plus serein. Je pense que dans un autre moment, pour Monaco, ouais, je serais comme ça. 80-20 peut-être. Là non, on va quand même, un peu doser. On va être plutôt sur du 60-40 pour Monaco. Reims pour moi peut sortir
un bus de fou, bien tenir, être très, très compact et arriver à chercher un nul. Dans l'absolu, je vois Monaco, le faire et je vais dire Monaco à 60-40 pour ce premier match, mesdames, messieurs. Et on a un très beau match, très beau match, mesdames, messieurs, entre l'AS Saint-Étienne et Nice, 2 clubs quand même historiques, hein, le football français. Bon, Nice, c'est très vieux, important dans le foot français, évidemment. Saint-Étienne, ai-je besoin de le décrire? Bon, un match, un peu des extraits, mais oui, Saint-Étienne, 16e, 3e en partant de la fin et Nice, 3e en partant du haut. Très intéressant ce que sont en train de faire les Niçois sur cette fin de saison parce que, ouais, on n'en parle pas beaucoup. Club un peu sous-coté, voilà, moi j'aime bien Nice honnêtement. Ça revient bien, voilà. Il y a eu, quelques petites défaites par-ci par-là, mais bon, élimination certes honteuse en Coupe de France, c'est pas possible. Une campagne en Europa League, voilà, je sais que les Niçois vous êtes dégoûtés, mais ça a été bon. Franchement, voilà, depuis Marseille, il y a eu des vrais beaux matchs, beaucoup de victoires de suite, certaines, voilà, où il faut assurer et tu peux perdre des points contre les équipes qui jouent le maintien, contre Le Havre, contre Montpellier. Tu as réussi, là tu joues Saint-Étienne. Bon, ce qui est cool avec Saint-Étienne, c'est que je trouve que cette équipe est un peu malheureuse en ce moment parce qu'elle propose du jeu, c'est plutôt cool. Donc ça peut, hein, conduire à des matchs très compliqués comme contre Lille, où ils ont certaines occasions. Contre Marseille, ça a été encore plus dur honnêtement. Mais ça joue, franchement ça joue. J'ai trouvé un match, purée contre Angers qui était super bon. Honnêtement, super bon. Angers a eu, 2 pénaltys. Je crois que si tu regardes, les voilà, les expected goals, dans le jeu, bon, c'est quand même Angers qui est devant parce qu'ils ont notamment, joué en contre. Mais Saint-Étienne est plus proactif, et c'est intéressant car Donor a fait un très gros match. J'ai beaucoup aimé Ekwa entre autres a mis vraiment un très beau but, extérieur. Le penalty, aïe de Dieng à la toute dernière seconde, ça fait mal aux Stéphanois. D'ailleurs beaucoup sont plaints vis-à-vis de l'arbitrage. Bon, on connaît le débat de l'arbitrage. Il y a clairement un débat d'arbitrage de toute façon en France, même si voilà, cet arbitre a sifflé le penalty. Je pense que certains le sifflent, je pense que certains le sifflent pas. C'est toujours comme ça les gars, mais Sainté, a montré des vrais motifs d'espoir. Alors ça peut être dur, hein, honnêtement contre le gym, même si je tiens à quand même rendre hommage à Sainté sur une chose, c'est loin d'être ridicule à la maison et ça, c'est vraiment un point très important. Comment on peut indiquer aussi des équipes qui certes jouent le maintien, mais peuvent être intéressantes, c'est regarder leurs performances, notamment à la maison. Bon, tu vois que Le Havre est dernier à domicile, c'est très compliqué, on va en parler après. Saint-Étienne qui a eu 17 points à la maison, bah, je suis désolé, mais pour une équipe qui joue le maintien, c'est honnêtement très positif et il y a eu plutôt des bons matchs. Bon, Nice est vraiment exceptionnel à la maison, mais cette fois-ci, ils vont se déplacer effectivement. Nice, alors je vais pas dire non plus, ils se déplacent mal, il faut pas abuser, hein, ça reste quand même dans le top, de France, en extérieur, 6e avec, 16 points. Voilà, c'est très bon. Ouais, ça va être dur, pour les Stéphanois, mais vous savez quoi? Allez, pourquoi pas un petit truc, pour Saint-Étienne ici. Notons quand même que Nice, bon, dans un match, pas le plus exquis, forcément contre Montpellier où ça a vraiment joué, à 2 à l'heure. Nice a globalement, maîtrisé Montpellier. Nice aura eu, largement de quoi battre, Le Havre également, même si j'ai pas trouvé le match non plus exceptionnel. Donc, Nice, je pense peut aussi, être dans la gestion. Par contre, contre Lens, de mémoire, c'était un vrai bon match où Nice a été au-dessus quasiment de A à Z. Donc ouais, Nice, risque, d'avoir le ballon. Par contre, si les Stéphanois sont toujours dans cette optique d'aller chercher haut, presser haut, récupérer haut, gagner des duels, beaucoup se projeter avec un Cardona, potentiellement un Stassin ou quoi qui peuvent être intéressants. Honnêtement les gars, alors c'est peut-être, ce qu'on peut appeler un hot take, un avis chaud. Peut-être un petit coup de Saint-Étienne, je serais très curieux de connaître le ressenti des Stéphanois sur ce match-là, parce que je pense qu'on est loin d'être sur un truc, voilà, Nice, qui gagne à 90-10. Non, pas du tout. Pas du tout. Autant Nice la semaine dernière, je les ai mis là, tout en haut, et Montpellier dernier, derrière. Mais là, je suis beaucoup plus, partagé. Vous savez quoi? Là, comme ça, oui, normal, tu dirais que Nice est favori. Nice, en plus, a fait 8-0 à l'aller. On s'en souvient. Bon, un match très particulier, hein, vraiment, qui est parti complètement en vrille. Revanche de Sainté, pourquoi pas? Un peu dur de se pronostiquer comme ça. Mais vous savez quoi? Alors, c'est vraiment mon avis chaud de la vidéo, je pense. Un match nul entre Sainté et Nice. Honnêtement, j'y crois pas non plus des matchs. J'ai un espoir dans l'absolu. Je dirais Nice, allez, à 65-35 quand même. Allez, vous savez quoi? Moi, je fais ça aussi pour le beau jeu, pour, se mouiller un petit peu. Je veux voir un match nul, Saint-Étienne qui, bah, peut-être, va revenir au score et qui va avoir beaucoup de volonté. Le Saint-Étienne qui a joué à l'Alliance, Riviera, mais pas du tout le Saint-Étienne, qui va jouer, à Nice, donc contre Nice, au Chaudron. Très intéressant ce match-là dans l'absolu. Nice, évidemment, très favori et je le rappelle, et oui, les Niçois sont actuellement à fond dans la course à la Ligue des Champions et croyez-moi que, bah, en affrontant Le Havre, en affrontant Montpellier et maintenant du coup Saint-Étienne, équipe qui joue le maintien, ils ont tout intérêt à se donner. Je compte sur les Stéphanois pour nous proposer aussi une belle chose et pourquoi pas un peu prendre revanche, sur le match aller. On va dire un match nul ici. Hot take, notez les gars. Aïe, le match entre Lens et Le Havre, beaucoup d'absence, hein, côté,
Lens, il me semble, Zola en plus a été, suspendu. Le Havre, alors le Havre très malheureux, hein. C'est très dur, mais voilà, comme je disais au Havrais et des Havrais m'ont répondu: «Tchekoro, le Havre a montré de belles choses ces derniers temps». Je suis d'accord avec vous. Ça reste limité, bien sûr, il y a pas de problème, mais il y a des motifs d'espoir. Bon, même si voilà, le dernier match, ça fait mal, hein, ça fait très, très mal le 4-1 là contre Toulouse. Bon, le rouge de Mongwa à la 59e, il t'aide pas du tout. Très, très compliqué. Et en fait, ce que je trouve dommage vis-à-vis du Havre, c'est que je pense qu'il y a de la volonté, il y a vraiment une bonne énergie, mais c'est tactiquement pour moi, ça devrait jouer peut-être différemment. Bon, je ne vais pas critiquer le travail de Didier Digard, il connaît ses joueurs, mieux que moi et tout, mais je ne connais pas assez le Havre pour vous dire à quel point il devrait jouer différemment. Je pense que cette équipe a des joueurs, notamment Keshta entre autres, Soumaré, qui peuvent peut-être évoluer dans un autre style. Bon, ça a été forcément très compliqué contre le Havre malgré, certaines bonnes perfs. Alors, perf absolument dantesque à Lille qui aura vraiment, je trouve, bien déjoué et défaite contre Nice, de manière, assez logique, mais tu pas été non plus le plus honteux. Par contre, voilà, là, Lens et là, on va rentrer dans un débat important. Lens ne va pas bien. Voilà, pour ceux qui se posent la question, les Lensois le savent en premier lieu, Lens ne va pas bien. Alors c'est très, très clair, il y a beaucoup d'absences, il y a eu beaucoup de pertes avec les transferts, machin, Danso, Kusanov, Frankowski, enfin Lens est décimé. Lens est décimé. Je sens aussi que Will Seal n'en peut plus. Le 3-1 qu'a pris Lens, ouh là là, non là, je vous avoue, j'ai été, très, surpris quand même. Alors, je voyais un match nul entre les 2 équipes, avec potentiellement Nantes qui pouvait faire un petit truc, mais le 4-1 était méchant. Il y a eu un pénalty, OK, de Moses Simon, mais le rouge de Nzola, je crois qu'il a fait quand même, débat, polémique, peut-être pas? Non, je crois qu'il lance le ballon sur l'arbitre, mais Nantes a été très dangereux, notamment en transition. 10 grosses occasions pour Nantes, à l'aide. Donc SOS Défense, Lens, qui était vraiment une équipe qui prenait très, très, très peu d'occasions, a été décimée. Il reste des très bons joueurs, Zarourier dans l'absolu, Aïnaoui entre autres. Mais bon, quand tu, fais, jouer, Mathieu Ryan, qui a très, très peu joué, je pense que ça en dit long aussi sur il y a aussi un problème dans ce poste-là. Mesdames, messieurs, Koya Lipou, République centrafricaine, alors je ne sais pas combien de matchs il a joué, avec Lens, mais je pense très, très peu. C'est compliqué. Il y a vraiment un problème d'effectif actuellement à Lens qui a été décimé et vous savez quoi? Chose assez drôle, on le sait, à domicile, Lens, bah, ne va pas bien à Bollaard. C'est à l'extérieur où ils ont vraiment chopé beaucoup de points. Regardez un petit peu Lens, à domicile, il y a quand même 5 défaites et je sais pas ce qui se passe. Pourtant Bollaard, c'est quand même, un des meilleurs stades de France. Je pense pas qu'il y a trop de débat là-dessus. C'est très, très compliqué. Je sais pas si c'est mental, peut-être parfois ça peut jouer, la pression, Will Seal, les joueurs, bon, parfois ça peut vraiment jouer. D'ailleurs, vous voyez que Le Havre, c'est pareil, c'est même pire, hein. Le Havre, c'est 2 victoires, 10 défaites à la maison et du coup, la chose inverse et ça peut peut-être jouer en la faveur du Havre, ben, même sans être, non plus choquant, Le Havre, c'est 13e à l'extérieur. Il y a eu 6 défaites certes, mais 2 nuls et 3 victoires. C'est surtout à l'extérieur que Lens a tous ses points cette saison. Donc c'est un match très particulier. En même temps, je me dis: «Le Havre, OK, ils ont perdu contre Nice entre autres, ils se sont pris une grosse claque contre Toulouse», mais j'ai pas senti un Havre, complètement à l'ouest. En fait, c'est juste une équipe qui est limitée, mais qui est bien. Par contre, Lens, je sens une équipe qui est en train de divaguer complètement. Je sens une équipe qui, est en train un peu de couler même mentalement. Je connais pas du tout la réalité de ces clubs. Je vous invite toujours à témoigner, évidemment, même à discuter entre vous. Je peux pas répondre à tout le monde, vous le savez très bien. Mais je serais encore une fois, dans l'absolu, si on est dans un moment normal pour Lens, moi je suis comme ça. Lens, Le Havre, Bollaert, bah, franchement pour moi il y a pas de débat. Mais Lens a trop perdu, beaucoup, beaucoup trop de joueurs importants, a même je pense changer un peu de style. Il y a une interrogation complète sur le 11 titulaire. Pourquoi pas un délire pour Le Havre? Alors pourquoi pas même une victoire? Le Havre est allé dans le Nord récemment, ils sont partis battre Lille. Est-ce qu'ils pourraient battre Lens? Alors pour moi ce serait vraiment une folie, après c'est le football, on sait. Match nul? Je suis pas le plus confiant pour Lens. Franchement, les gars, je suis pas le plus confiant pour Lens. Vous me dites en tout cas. Je suis très curieux de connaître l'avis des supporters pour le coup, parce que je me demande si les Lensois abordent ce match sereinement. Est-ce que les Havrais se disent: «On peut choper des points là-bas»? Le classement, il est chaud en plus, hein, parce que Lens, peut toujours espérer, au moins la Conference League, mais il faut gagner des points, parce que là, tu perds 3 fois de suite, tellement dommage et le Havre, mine de rien, est toujours au contact du barrage. Le Havre n'est pas condamné, les gars et mentalement, ça va jouer. On va dire un match nul. Attention, ce match-là peut vraiment vriller à fond. Aïe, 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 quelle affiche! C'est sûrement l'affiche de ce week-end, mes chers amis, avec, le Lyon-Brest, mais celui-là, il est quand même assez fabuleux. Le Paris Saint-Germain a l'honneur de recevoir le LOSC. Énorme équipe, immense équipe, équipe qui a fini dans le top 8 de la Ligue des Champions, équipe qui affrontera le Borussia Dortmund dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions et c'est une immense affiche, voilà, entre bon, ai-je besoin d'expliquer, qui est le PSG en ce moment? Et entre le LOSC qui est
dans la course à la Ligue des champions, qui est très, très bon malgré des résultats un peu en demi-teinte, pardon, depuis, leur série, formidable où ils ont enchaîné je sais pas combien de matchs, sans perdre. Bon depuis, ils ont quand même perdu par-ci par-là. Bon, des matchs plus ou moins compliqué, j'allais dire contre le Havre, pour moi, ils déjouent complètement. Honnêtement, je trouve qu'ils ont vraiment, vraiment joué, beaucoup trop soft. Contre Strasbourg, peut-être une petite erreur, tactique, notamment en fin de match, mais ça reste très, très fort. 6-1 contre Feyenoord, 4-1 contre Saint-Étienne. Globalement, c'est très fort. Contre Lille, contre Monaco, pardon. Alors contre le Rennes, pour moi, c'était un très, très bon match extérieur, vraiment bon. Contre, Monaco, tu as eu du mal en seconde, mais tu as été relativement bon en première, assez équilibré. Haraldsson, voilà, qui profitait également d'une erreur monégasque pour marquer le but à la 42e. Mais Lille est extrêmement compétitif. C'est probablement, oui, dans le top 3, top 4 actuellement des équipes les plus compétitives de France. C'est très, 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 très bon. Maintenant, bon, c'est toujours la même chose. Comment est-ce qu'on doit noter le PSG en Ligue 1? Bon, vous savez, on parle du PSG sur cette chaîne tout le temps, hein, littéralement. C'est normal. Bon, je suis aussi supporter, donc je prends beaucoup de plaisir à en parler, surtout en ce moment. C'est très fort, hein, les Lillois qui veulent m'écouter. Oui, bon, j'ai regardé, là, si je fais ça, si je fais, PSG à 80-20, je suis pas en train de manquer de respect à Lille, absolument pas. C'est simplement qu'aujourd'hui, le PSG est à un niveau, qui est réellement, réellement, vraiment très élevé, qui dépasse, vraiment de loin mes attentes. Je pensais pas que le PSG pouvait produire un football aussi qualitatif, dans tous les sens du terme. Bon, il y a un nombre de buts actuellement, ouais 14 buts contre 2 clubs bretons là, des différents. Bon, c'est très compliqué évidemment ce match-là en Coupe de France, pas le plus important, le score parce que c'est un match, contre une équipe amateur, mais la mentalité du PSG, pressing incessant, repli incessant de la première minute à la dernière seconde, la mentalité Luis Enrique, cette équipe a faim, il y a un turnover exceptionnel, il y a des jeunes formidables. Ça va être extrêmement compliqué pour les Lillois, il faut aussi le dire. Maintenant, je tiens quand même à dire une chose, Lille, se déplace très bien en Ligue 1. Il y a quand même une équipe qui est 4 de Ligue 1 à l'extérieur, c'est à noter. Lille est clairement une équipe qui peut poser des problèmes au PSG. Je rappelle une chose, c'est que ce Lille-là, et c'est un peu le délire de Bruno Genesio, c'est un coach de grand match. Je trouve que Genesio, il aime être bon dans les très, très grands matchs et moins dans les, «petits matchs» entre guillemets. Et Lille, j'ai rarement trouvé Lille, décevant dans les grands matchs, même face à la meilleure équipe du monde qu'affrontera bientôt le Paris Saint-Germain. Ben, honnêtement, ce Liverpool-Lille, alors OK, Lille a été, dépassé, sur énormément d'aspects. Bon, voilà, Lille a cadré une frappe, qu'ils ont mis au fond. Il y a eu un carton rouge en plus de Daïssa Mandi, rapidement. Bon, c'était compliqué, mais allez, voilà, tu sentais quand même que Lille n'était pas non plus à la ramasse complet. Bon, Liverpool a eu des occasions. Chevalier a été, encore une fois, bien inspiré. Ouais, PSG quand même, je pense, ce qu'on pourrait se dire, c'est que le PSG a en ligne de mire le match contre Liverpool où ils vont tout donner. Pourquoi pas un turnover contre Lille? Bon, Lille a quand même le match contre Dortmund qui, je pense, va être très important. Les Lillois veulent vivre une aventure européenne importante. Donc, match particulier. D'ailleurs, ce match-là aurait pu être décalé un petit peu avant. Les Lillois avaient demandé ça, mais la LFP a refusé, bah, littéralement, parce que le match de la Coupe de France contre PSG au Stade Briochin avait déjà été décidé. Il ne pouvait pas être déplacé mardi, parce qu'il y avait déjà Lyon-PSG le dimanche. Donc, je ne pouvais pas faire dimanche, mardi. Donc, c'était impossible de le déplacer ce match-là. Dans l'absolu, je pense que c'est quand même un match où les deux équipes vont se donner. Et croyez-moi, là, oui, je vais quand même mettre PSG en haut. Pas parce que Lille est nul, encore une fois, c'est excellent. Juste aujourd'hui, je trouve que le PSG est un peu trop fort pour beaucoup trop d'équipes. Et oui, malheureusement, en Ligue 1, même contre les meilleurs, ça peut être compliqué. Je tiens quand même à noter une chose. Pour les Lillois surtout qui m'écoutent, le PSG a eu, une fin de match assez compliquée contre Lyon, qui est une équipe offensivement parlant qu'on sait excellente, notamment vis-à-vis des changements. Il y a eu, des changements peut-être pas les plus pertinents pour Luis Enrique ici, avec, voilà des rentrées notamment de Lucas, Fabien Nourri, surtout toute l'attaque parisienne, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola, qui sont sortis. À partir de là, Lyon en a profité pour se découvrir énormément, pour attaquer beaucoup plus et il y avait plus du tout de relance possible pour le PSG. Du coup, voilà, sans ballon, c'est compliqué. Le PSG a subi. Au final, 2 buts, inscrits pour Lyon en fin de match. Le PSG l'a quand même emporté 3-2. Donc c'était, voilà, c'était un peu chaud, mais bon, je pense pas que contre, Lille, il fera du turnover, même si c'est à la maison et surtout que, ouais, Lille a la qualité, la profondeur, la vitesse pour, faire mal à ce PSG-là. La vérité, c'est est-ce que Lille peut tenir un pressing constant du PSG du début à la fin et arriver à trouver les relances? Peut-être, hein, Boadi, Moukoko notamment, qui sont vraiment excellents, sur ce registre-là. C'est possible. Ça va être très dur, soyons très clairs, mais ça va être un très beau match de football dont on reparlera bien évidemment. Je vous souhaite un excellent match en tout cas. L'affiche de ce week-end, c'est celle-là. Le PSG est extrêmement fort, c'est une vérité et aujourd'hui, je suis dans l'absolue obligation de mettre le PSG favori et vainqueur sur littéralement tous les matchs, parce qu'il y a une mentalité assez énorme, même si voilà, dans ce match-là, un nul
Pourquoi pas? Honnêtement, alors une victoire du Lille, alors là, s'il y a une victoire du LOSC, j'avoue, ce serait un petit séisme, hein, quand même, parce que, bah, le PSG est quand même fort. On va dire une victoire parisienne ici, à 75-25 environ. Très bon match encore une fois. Vous attention à Lille. Sous-estimer Lille serait une immense erreur, surtout cette saison, qui joue très, très bien contre les gros, très regroupés. Ils savent quoi faire tactiquement. Ça va être très beau, ça va être très chaud. Bon match les gars. Ouais, c'est un peu l'autre match, en termes d'intensité, je pense, qui va être très, très important à regarder ce week-end. C'est le l'OL, Brest, très, très intéressant parce que bon, c'est un match compliqué pour les Brestois. Il y a une série qui n'est pas bonne, hein. Voilà, soyons très clairs, c'est un peu crève-cœur pour les Brestois, bon, qui a beaucoup, beaucoup perdu ces derniers temps contre le PSG, contre le PSG, contre le PSG. Ça, on a compris, on n'en parle plus. Brest-PSG, c'est terminé. Le Paris-Brest, on n'a plus faim, on a trop mangé. On doit surveiller le sucre, on en a marre. Bon, match contre Auxerre, frustrant, frustrant pour les Brestois, où ils étaient quand même meilleurs. Match contre Strasbourg, ouais, relativement, voilà, j'allais dire contrôlé, très, très peu d'occasions. Match contre Dunkerque, bon, voilà, tu mènes 2-0, tellement dommage. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, amis brestois? Je suis dégoûté pour vous. Vraiment, bon match, honnêtement, de Brest dans l'absolu. Ah, les changements peut-être un peu tôt. Fèvre a pas fait une bonne entrée. Fernandez, ça a été compliqué. Compliqué, compliqué. Tu peux pas sortir Camara, Manici comme ça. Bon, il n'y avait pas Bizot au cage. Dunkerque en a profité crève-cœur pour les Brestois. Et donc là, qui vont se déplacer à Lyon, c'est pas un cadeau. Parce que Lyon est bon, soyons très clairs. Lyon est bon et marque beaucoup. Et ça, c'est vraiment l'histoire de ce Lyon-là depuis ces derniers matchs. Sur les 4 derniers matchs, bah, Lyon, il y a eu deux défaites, ok, contre Marseille, où ils ont quand même été dominés contre Paris. Bon, évidemment, Paris était bien plus fort. Lyon a eu un très très bon moment en fin de match contre Paris. Le momentum, qu'est-ce qu'il indique? Voilà, quelques petits pics, notamment un gros pic en fin de match où Lyon aurait pu même revenir. Paris avait fait un gros turnover à la fin, en enlevant littéralement toute son attaque. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, Doué, Kvara, Dembélé, Barcola n'étaient plus sur le terrain. Il a fait des changements un peu, voilà, chelous entre guillemets avec Fabian, avec Hernandez surtout. Bon, il y a eu une déstructuration complète du PSG. Lyon en a profité en faisant rentrer beaucoup d'attaquants. Almada qui a fait une bonne entrée, Mikotadze excellente également. Ils ont poussé, ils ont vraiment mis en difficulté le PSG, donc c'est très bien. Ils sont réadaptés, mais effectivement, sur le match entier, c'était très dur, mais c'est pas le plus pertinent à noter parce que c'était quand même Paris. Je n'ai pas besoin de vous décrire à quel point Paris est fort actuellement. Donc, ce match-là, j'ai pas un bon feeling pour les Brestois. Je vous mens pas, pour moi, ça peut vraiment partir en vrille. Vous me dites un petit peu ce qui peut se passer, mais en fait, c'est un match où tu vois, le genre de match un peu foufou, les 4-3, bah, vraiment, c'est le genre de match que je peux imaginer. Ce n'est pas une blague d'ailleurs. Alors, est-ce que ma mémoire me joue un tour? On va le voir en direct. Il y a eu un Lyon-Brest. Ah non, c'était un Lille-Lyon comme ça, 3-4. J'étais persuadé qu'il y avait un Lyon, un Brest-Lyon de fou furieux. Ah ouais, c'était bien ça. Ah oui, à la dernière seconde, je crois. Lacazette, non? Oh là là! Pff, oh non, mais là, j'avais oublié. Oh là d non, là, vraiment, c'est grave. Non, mais les gars, regardez un petit peu Les Melou, Tagliafico, carton rouge à la 86e. Maitland-Niles à la 106e minute ou je sais pas quoi, qui prend le penalty. Match foufou. Je dis pas que ça va être le même match, mais Lyon est une équipe qui se découvre, qui a refusé le jeu contre le PSG, qui va cette fois ouvrir le jeu naturellement. Elle va être proactive face à Brest. Brest, c'est encore une fois une équipe qui a beaucoup très verticale, pas forcément de possession. Donc ça peut faire attaque-défense dans ce match-là à 100%. En vrai, les gars, ne ratez pas ce match-là. Il va être tellement fou. J'ai vraiment hâte de le voir. Ça peut vraiment partir en steak. Ça peut partir en steak. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les classements extérieur-domicile? À l'extérieur, bah, c'est très très simple. Brest est assez moyen. Honnêtement, 4 victoires à l'extérieur, comme 7 défaites. Ça fait beaucoup. Je crois en plus que ouais, ils ont chopé 21 buts à l'extérieur, les Brestois, ce qui n'est pas un très bon résultat. Par contre, je ne crois pas que Lyon, à la maison, c'est non plus le truc du siècle. Là, c'est moyen plus. Il y a quand même 6 victoires à la maison, 3 défaites, donc ça reste quand même bien, dont une défaite contre le PSG. Donc tu peux nuancer, il y a quand même un ratio positif pour les Lyonnais. Honnêtement, Lyon marque énormément ces derniers temps. Brest peut avoir aussi de la fatigue accumulée, peut encaisser énormément. Avec du mouvement, tu peux vraiment mettre à mal ces Brestois. Bah, vous savez quoi? Pour la première fois de la saison, j'ai vraiment, bon, à part contre le PSG, mais là, j'ai vraiment un très mauvais feeling pour les Brestois. Disons que je peux imaginer une vraie claque, dans le sens où Lyon peut en claquer 4. Tu vois un peu l'idée, un 4-1, c'est un match que je peux imaginer parce que, allez, si Fonseca est toujours dans cette optique de là, surtout contre une équipe entre guillemets «plus faible», même si pour moi c'est relativement équivalent, mais offensivement Lyon a des armes. Fonseca va être peut-être dans l'optique de mettre Mikotadze directement, pourquoi pas Almada, Cherki et tout. Ouh là, ça va être, assez dur pour les Brestois, on verra. J'ai pas un bon feeling. J'ai vraiment pas un bon feeling, c'est rare que je fasse ça, mais honnêtement, je vais mettre Lyon, tout en haut, à 70-30 pour Lyon, dans le sens où, je vois un Brest, très friable derrière, trop friable et en fait qui peut trop facilement parfois soit se faire rejoindre, soit être trop déséquilibré et ça peut coûter très, très cher.
Je rappelle, hein, encore une fois, je me répète beaucoup, mais voilà, hein, ceci est aussi, c'est aussi les chiffres. Il y a 4-4 plus 2 plus 2. Vous calculez, ça fait littéralement 10 buts pour Lyon sur les, 4 derniers matchs et ils auraient pu en mettre plus. Brest peut marquer. Pour moi, c'est un match où il peut y avoir, par exemple, 4-2, 5-2, des trucs comme ça. On va espérer beaucoup de buts. Je serais tellement deg qu'il y a juste un petit 1-0, aux F. Non, vraiment, je veux un match, de très haut niveau. C'est quoi? C'est un dimanche? Ouais, généralement, les matchs de dimanche à 15 heures, ils peuvent vraiment partir, en vrille. Alors lui, j'ai trop hâte de le voir. Je vais dire une victoire de Lyon. Je le sens relativement bien. Puissance offensive assez dingue et Brest peut peut-être vivre une bonne claque, même si, attention, hein, les gars, Lyon, évidemment, la course à l'Europe, elle est claire. Il faut gagner des points. Brest est toujours là, hein. Brest pour l'Europa League, la Conférence League, c'est pourquoi pas. D'ailleurs, si Brest bat Lille, bat Lyon, il y a 36-36. Attention, aux Brestois, il faut vraiment pas les enterrer, mais peut-être que les organismes se fatiguent. Le déséquilibre assumé de cette équipe va commencer, je pense, à leur faire défaut sur cette fin de saison. Attention, grosse victoire peut-être de Lyon, 70-30, c'est ce que je vais dire ici. Mesdames, messieurs, ce match est historique. Pourquoi il est historique? Parce que vous ne rêvez pas. Sous vos yeux ébahis, le TFC, le grand TFC, a marqué 4 buts dans un match de football, a eu de la finition et vous ne rêvez pas. Pour la première fois de la saison, peut-être, le TFC a un goal average positif avec 27 buts marqués, 26 encaissés. Je fais un peu l'humour ici parce que, ouais, Toulouse a un extrême problème de finition depuis le début de saison et là, marqué 4 buts, c'est très choquant. Je crois qu'ils ont marqué 4 buts, c'est combien? Calculez le pourcentage, 4 buts, le combien de pourcentage sur tous les buts de Toulouse de cette saison. Bon, en tout cas, Toulouse va se déplacer à Angers. Angers qui, pour moi, elle est relativement très bon hein, vis-à-vis du maintien. Ça devrait quand même le faire. D'ailleurs, c'est très drôle de noter que si Angers bat Toulouse, les deux équipes auront 30 points. Preuve qu'Angers, c'est vraiment, 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 vraiment pas l'équipe qu'on veut nous vendre éclatée au sol. Tellement, tellement pas. En vrai, avec Angers et Toulouse, on a deux des équipes les plus sous-cotées de cette saison. Pour des raisons différentes. Toulouse, c'était surtout un gros problème de réalisme pur et dur qu'ils avaient. Angers, c'est une équipe qui propose honnêtement un football technique, je trouve vraiment intéressant, malgré un effectif très limité, un budget vraiment, voilà, où tu sens que c'est pas les joueurs les plus valorisés du monde du football. Donc c'est des équipes sous-cotées dans leur sens, même si voilà, il y a eu une phase relativement complexe pour Toulouse qui était clairement dans la course à l'Europe, qui a trop perdu des matchs pas assez à la hauteur malheureusement. Bon, une défaite contre le PSG, bon ça reste Paris, tu me diras, tu as essayé de faire ton mieux. En contre, tu as eu un match, relativement bon, hein, honnêtement contre Le Havre. Il fallait en profiter. Tu as en plus 4 buteurs différents, c'est assez cool. Aboukhlal a marqué, Donoum a marqué, Magré a marqué. Purée, mais enfin quoi, enfin! Putain, enfin, purée, l'attaque est décisive, c'est une folie quand même, l'attaque est décisive, côté Toulouse. Donc c'est intéressant. Angers, putain, aura vécu un match quand même particulier, contre Saint-Étienne, déjà dans un premier temps parce que ce match-là contre Saint-Étienne, ils ont le plus d'occasions dans ce match-là, malgré les top pénaux. Dans le jeu, c'est quand même ceux qui ont le plus d'occasions parce qu'ils sont en contre, mais ils ont été débordés. Et effectivement, en fait, Angers, c'est ce que je dis sur cette équipe. Derrière, bon, faut pas s'attendre à des miracles non plus. Je trouve quand même que Yaya Fofana, c'est pas non plus le pire. Par contre, c'est devant. Devant, c'est très intéressant. Bon, Abdelli est vraiment à la baguette, hein. Il est excellent, ce mec-là. Il ira sûrement dans un club un peu plus élevé, sans manquer de respect à Angers, mais vous savez très bien comment ça fonctionne. Donc Angers a le ballon. Match très compliqué en vrai, à analyser parce que pour moi les 2 équipes sont assez équivalentes dans leur rapport de force. Disons que les 2 peuvent, gagner. Je vois un truc relativement proche du 50-50. Peut-être que Toulouse est quand même fondamentalement et intrinsèquement meilleur, on va dire, au niveau des joueurs. En tout cas, notons, hein, que Angers reçoit très mal. C'est vraiment le délire d'Angers. Il y a pas beaucoup de matchs, réussis à la maison, réussis en tout cas au niveau, comptable. D'ailleurs, le TFC aussi, ça qui est assez drôle. Par contre, à l'extérieur, bon, c'est l'inverse. Regardez où est Angers. Angers à l'extérieur, bon, c'est littéralement 7e. Toulouse est 8e à l'extérieur, 15 points pour Toulouse. Donc c'est, pas particulier. Je saurais pas trop vous donner un pronostic sûr parce que dans ma tête, c'est quand même un match où les Angevins devraient jouer. Je m'attends pas non plus à avoir un Angers, en mode bus complètement ou quoi. Peut-être une, possession relativement équivalente où ça va pousser, tantôt lui, tantôt l'autre, tantôt lui, tantôt l'autre et bon, vous savez quoi? Sur ce genre de match généralement, j'aurais mis, Angers, Toulouse, match nul, honnêtement, c'est, pour moi peut-être le score le plus probable, mais j'ai envie de me mouiller encore un petit peu et dans ma tête, peut-être que Toulouse va le faire parce qu'ils ont eu ce regain de confiance déjà vis-à-vis de leur finition, clair et surtout que dans ce genre de match-là où ça peut être très serré, moi ce que j'aime bien penser c'est: «Ah, il y a une confrontation serrée entre 2 équipes qui ont des styles peut-être, soit différents, soit ressemblants». Ben, en fait, tu regardes la qualité intrinsèque des joueurs et tu regardes aussi leur performance sur coup de pied arrêté. Honnêtement, Angers est plutôt bon sur coup de pied arrêté avec encore une fois Abdelli, entre autres, mais Toulouse est également très bon, je trouve et la qualité intrinsèque de Toulouse,
elle est quand même meilleure que celle d'Angers. Donc ce genre de match-là, tu vois, ça peut faire un 2-1 Toulouse, un 1-0 Toulouse, c'est pour moi réellement possible. On verra bien. Je vais dire, une victoire de Toulouse ici. Alors c'est je me mouille quand même un petit peu parce que dans l'absolu, honnêtement, je vois vraiment un nul, mais on verra bien. Angers, est-ce qu'ils peuvent le faire? Bien sûr qu'ils peuvent le faire, mais ouais, pour moi, c'est un vrai coup, hein. Si Angers, bat Toulouse, quand même un vrai coup parce que certes, Toulouse, n'a pas eu la meilleure période là récemment. Il y a quand même pas beaucoup de défaites, avec quelques matchs nuls, pas ouf, mais pas beaucoup de défaites. OK, on va dire une petite victoire de Toulouse ici, mais serrée, 55-45. Je vais pas monter, plus haut, mais c'est un match, évidemment intéressant à noter au niveau de la confrontation en elle-même. Et ben, ça, c'est une très belle affiche, mes chers amis, entre Auxerre et Strasbourg et il y a eu ici, eu un grand moment là pour les Auxerrois, forcément, forcément, on doit en parler. Auxerre, était peut-être un peu malheureux. Bon, voilà, c'était un peu compliqué, mais depuis cette victoire-là contre Angers, ah, c'était la traversée du désert, rien du tout. Très, très bon, on va dire, début, mi-saison, on va dire, plus le début de saison pour Auxerre, qui avait vraiment bien commencé. Beaucoup de matchs nuls, beaucoup de défaites. Il y avait quand même des matchs, voilà, contre Lille, où ils ont fait un match nul, contre Lens, match nul, contre PSG, match nul. Donc il y avait, des résultats plutôt positifs, mais il y a surtout eu, une très, 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 très grosse victoire, contre Marseille, où tactiquement parlant, c'était très, très bon. Il faut le dire, il y a eu, c'est beaucoup, beaucoup de polémiques vis-à-vis, de ce match-là, mais si on parle du terrain et du football en tant que tel, tactiquement, c'était parfait. Ce qu'a fait Auxerre, alors c'est très basique, c'est très simple, mais il faut savoir le faire. Tu es très compact, très, très, très compact. Tu essaies de trouver la largeur au maximum. C'est ce qui a été fait notamment sur Perrin dans un premier temps, c'est ce qui a été fait sur Sinalioko quand il est entré dans un second temps, c'est ce qui a également été fait sur, Traoré Junior, dans un troisième temps même. Donc Auxerre a fait un match parfait contre Marseille, 3-0. Le score est lourd certes, mais c'était très, très bien joué. Honnêtement, j'ai été relativement surpris. Je m'attendais quand même à voir, Marseille emporter ce match-là. Pas parce que Auxerre est nul honnêtement, non, ils sont pas nuls. D'ailleurs, ça c'est ce que je dis pour Auxerre à la maison, c'est loin d'être une équipe nulle. Au contraire, elle est littéralement 5e de Ligue 1. Elle a perdu qu'une seule fois, d'accord? Donc il y a quasiment aucune équipe qui fait mieux que ça. Strasbourg également a perdu une fois. Nice et Paris n'ont pas perdu. Rendez-vous compte de la capacité d'Auxerre à être excellent à la maison. Il y a beaucoup, beaucoup de belle énergie, je trouve, à la Baie des Champs. Donc c'est exceptionnel. Bon, pour Strasbourg, il y a eu, très, très belle remontée. Il faut le dire, il y a eu quand même, voilà, des défaites, pendant un temps. Voilà, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de défaites, mais depuis, franchement, la série de Strasbourg a été excellente, mais vraiment, vraiment excellente. Défaite contre Rennes ici, élimination en coupe de France certes, mais c'est bien revenu. Match contre Brest qui n'était pas le plus, beau honnêtement, mais une très, très belle victoire à Lens à l'extérieur, donc c'était vraiment pas simple. Actuellement, on est sur une situation où Strasbourg est 7e à 34 points. Strasbourg joue l'Europe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation, même si bon, forcément, ils perdront sûrement des joueurs dans l'autre saison, mais c'est vraiment à noter. Et donc, Auxerre, que tu vois là, avec 28 points, qui techniquement, je le maintiens. Pour moi, quand même, Auxerre va se maintenir. C'est un match particulier où, voilà, on a évoqué qu'Auxerre est très, très solide à la maison. À l'extérieur, Strasbourg, c'est quand même relativement moyen. 3 victoires, 3 nuls, 6 défaites. Pour moi, ça, c'est typiquement le genre de match où il y a un match nul. Honnêtement, parce que dans l'absolu, est-ce qu'Auxerre est favori? De par ce qu'ils ont montré contre Marseille, je pense vraiment qu'ils peuvent, parce qu'ils pourraient vraiment avoir moins le ballon contre Strasbourg et encore une fois chercher la profondeur et tout. C'est totalement faisable. Le nul me paraît, vraiment crédible aussi. Par contre, voilà, une victoire de Strasbourg, je vous avoue que, je n'y crois pas trop. On verra, hein, c'est toujours le football, mais je n'y crois pas trop. Je me dis que, voilà, alors peut-être qu'Auxerre va aussi profiter de cette très belle victoire à la Baie des Champs en plus pour, bah, consolider sur ça, monter encore plus en rythme, monter en gamme et réappliquer. Vous savez, c'est ça qui est bien. Quand tu as fait une bonne performance, une très bonne perf, tu essaies de réappliquer aussi la même tactique, même bon, il y a des adversaires différents et tout, mais bon, tu peux imaginer Strasbourg avoir le ballon, chercher aussi à jouer haut et faire un petit peu comme ce que tu as fait contre Marseille. Dans ce cas-là, la victoire auxerroise me paraîtrait assez OK et voilà, dans l'absolu, bah, pourquoi pas mettre une petite victoire d'Auxerre? Bon, c'est juste un prono, hein, tranquillement, mais je pense que c'est relativement serré. Pour moi, là, je vais mettre une victoire d'Auxerre, mais à 55, 45, pour moi, le nul est s'il y a un match, qui doit avoir match nul dans tous ces matchs-là qu'on a traités, je vois vraiment, vraiment, cet Auxerre, Strasbourg faire un nul. Allez, vous savez quoi? On est joueur un petit peu. On va mettre Auxerre ici. Pourquoi pas Auxerre, qui a écrit son histoire encore une fois à la maison et qui prouve, que c'est une équipe très, très solide et Strasbourg, voilà, qui montre quand même que c'est un peu dur, à l'extérieur, même s'il y a une belle victoire contre Lens, qui certes va pas très bien, ces derniers temps. On va dire, voilà, une victoire, d'Auxerre à 55-45 ici. Oui, 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 ce match est vraiment, vraiment compliqué à analyser honnêtement entre Montpellier et Rennes. Bah, pourquoi? Parce que bon, certes, voilà, Montpellier, on le répète tout le temps, ils sont derniers, je crois, pendant une journée ou quoi. Ils n'étaient pas derniers de Ligue 1, ils étaient peut-être avant-derniers, OK. Mais voilà, il y a quand même, Rennes qui est dans une situation relativement complexe. Ils ont quand même gagné beaucoup de points récemment. Voilà, il faut croire que l'arrivée, d'Habib Beye a fait du bien, en tout cas beaucoup plus de sérénité, j'ai trouvé dans cette équipe-là. Là, Rennes sur les derniers matchs, il y a eu une seule défaite contre Lille.
C'était compliqué, soyons clairs. Après, je vais pas dire qu'ils sont honteux, hein, ça reste Lille, très, très fort et bon, à partir du rouge, de Hou, bon, regardez un peu le momentum, domination, sans partage de Lille qui aura marqué les 2 buts donc à la 80e, à la 79e, Rennes avait 0-0 contre Lille. Même si c'était un peu compliqué, c'était relativement OK, on va dire. C'est pas comme si Rennes était en mode perdition totale, ça a été beaucoup plus dur à la fin. Donc c'est vraiment encourageant. Il y a une victoire, où il fallait gagner, bien sûr, contre Reims à 100. Le match a été, bien remporté. Quand même un petit peu frustrant, je pense, pour les Rennais parce que carton rouge, s'il vous plaît, de Kipré, en tout début de match. Il y avait même eu un carton jaune en toute fin de match. Bon, 1-0 sur penalty, tu aurais dû faire mieux. Vraiment, tu aurais dû faire mieux, mais bon, tu gagnes, et voilà, il faut quand même noter des matchs, relativement, satisfaisants qu'on a vus, notamment contre Saint-Étienne, où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités, notamment en attaque rapide. On sait que cette équipe de Rennes, ne devrait pas du tout être là où elle est dans le classement parce qu'il y a beaucoup de qualités offensives, de qualités techniques tout court. Il faut le dire, bon, voilà, Kalimundo, il fait pas l'unanimité. Ça reste un joueur qui techniquement peut apporter. Blas peut être très, très bon. Assignon à la passe peut être très bon également. Jacquet aura fait un match énorme, notamment concentré. Donc voilà, c'est assez important. Montpellier, ils savaient bien commencer l'année. Ouais, ça a un petit peu patiné ces derniers temps. Un petit but pour Montpellier là sur les 4 derniers matchs. Un peu compliqué. Est-ce qu'il y a des choses à dire? Bon, là contre Nice, un match relativement très médiocre, hein. C'est pas passé grand-chose. Ça a été compliqué contre Lyon. Bon, Lyon a un petit peu accéléré à la fin. Ça a été dur contre Strasbourg. Est-ce que tu as non, je crois que tu as eu, beaucoup de mal également. Ouais, non, tu as eu, beaucoup de mal. Tu peux toujours, trouver ta technique. Encore une fois, quand tu as Savanier dans ton équipe, même s'il est vieillissant, même s'il est sur la fin et cetera, malgré les polémiques ou tout ce que tu veux, ça reste un joueur qui va apporter les occasions à ton équipe. Ouais, Montpellier a du mal, ce n'est pas un débat. Je rappelle une chose, c'est que Montpellier, ce qui peut peut-être aider, le club ici, c'est que ça se déplace très, très mal. Donc voilà, heureusement que le match n'est pas à l'extérieur pour Montpellier. Rennes, par contre, voilà, vous le voyez ici, ça se déplace également extrêmement mal. Il y a une victoire sur la saison de Rennes à l'extérieur. Il y a 8 défaites, OK. Et là, je vais le montrer, hein, évidemment, pour que vous ayez un petit peu l'ensemble ici. Rennes, OK. Regardez un petit peu le match à l'extérieur qu'ils ont eu, c'était contre saint. Et donc, c'était la première victoire de Rennes, je crois, hein, si je ne me trompe pas, à l'extérieur. Oui, ouais, c'est ça. Si je ne me trompe pas, c'est celle-ci. La seule victoire de Rennes à l'extérieur cette saison, c'est contre Saint-Etienne, qui est plutôt bon à la maison. Et c'était plutôt un bon match. Donc, pourquoi pas imaginer une tendance inversée pour les Rennais ici. Voilà. Montpellier, je ne l'ai pas montré, je vais quand même le montrer pour ceux qui s'intéressent encore. C'est juste des données, des métriques. Ça ne veut rien dire dans l'absolu. Mais Montpellier a eu la majorité de ses points à la maison. On monte pas non plus sur un plafond, hein, c'est 15e de Ligue 1 à la maison, 3 victoires, 3 nuls. Mais bon, au moins ces 3 victoires, 3 nuls, c'est moins pire que prévu. Bon, ouais, dans l'absolu, Rennes quand même. En même temps, je me dis que s'il y a un match où Montpellier peut peut-être faire un truc, c'est ici, parce que Rennes peut quand même, je pense, subir derrière, mais je trouve quand même qu'il y a eu des principes de jeu un peu meilleurs. Là, quand même, Rennes, tactiquement, c'est un peu plus solide. Samba a quand même fait des bonnes prestations ces derniers temps. C'est un peu dur. C'est un peu dur pour les Montpelliérains. Franchement, je saurais tellement pas vous dire. De ce que je vois de Rennes ces derniers temps, ça revient vraiment bien. Et de ce que je vois de Montpellier ces derniers temps, c'est voilà, tu sens que ça va vraiment jouer le maintien jusqu'au bout. Rennes quand même, Rennes quand même, je te dirais. Je suis pas le plus serein, honnêtement, mais je dis Rennes quand même et à 60-40, parce que même contre Lille, où ils ont perdu, c'est pas comme si, voilà, il s'était fait détruire ou quoi. Non, il faut vraiment pas abuser. Le rouge à la fin, les met assez mal. Et Montpellier, j'ai vu trop de peu de choses positives ces derniers temps pour voir autre chose. Rennes, à 60-40, c'est ce que je veux dire ici. Et enfin, un match très spécial, je trouve, entre l'Olympique de Marseille et le FC Nantes. Alors pourquoi je dis très spécial? Bah, vous le savez, à part si vous avez vécu dans une grotte ces dernières semaines, ouh là 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 là, ouh là 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 là, j'ai rarement senti autant de tension, on va dire. Je sais pas, bon, dans le foot français, il y en a déjà eu, mais ces derniers temps, c'est très très chaud. Évidemment, l'OM, on a vu la sanction sur Longoria, etc. Je sais qu'on m'a vraiment demandé mon avis, je vais le dire ici. Voilà, je n'allais pas faire une vidéo spécialement dédié pour ça, parce que je l'ai déjà évoqué pas mal de fois, notamment en live. Je fais des lives de temps en temps, même si vous êtes Marseille ou quoi, même si je parle du PSG, n'hésitez pas à venir en live très tranquillement, vous me posez vos questions. Mais effectivement, c'est un match spécial parce que déjà, bon, le classement, il est important, hein, il est extrêmement important. Nantes, c'est quand même sorti un petit peu de la crise, hein, voilà, on peut le dire. Il y a eu 2 victoires sur les 4 derniers matchs, 24 points, c'est cool. Marseille reste quand même devant en Ligue 1, attention, parce que Nice est derrière, le goal average se resserre. Marseille peut quand même voilà, terminer 2e, ce championnat, sans grand problème, mais il faudra évidemment tenir bon. Ce qui a évidemment fait énormément parler, c'est évidemment cette suspension, hein, de Pablo Longoria, qui vous l'avez vu, je pense que voilà, je ne vais pas
tout parler de toute l'affaire. Il a eu des propos très virulents, mais seul, en fait. C'est ça qui a été fou. Il a eu péqué un peu sa crise. Bon, voilà, il était énervé, c'est un humain. Encore une fois, pour moi, ça, c'est des choses qu'on peut comprendre. Il se sent lésé, il a ses raisons, il craque, il est solo, c'est pas comme s'il fait un sketch sur le terrain. Les caméras l'ont capturé, il a évoqué le mot corruption, corruption, voilà, le championnat est corrompu, les arbitres, il a pas dit les arbitres sont corrompus à proprement parler, mais il a parlé de corruption. Suspendu 15 matchs dans l'absolu. Je trouve quand même que c'est une suspension qui, reflète plus du symbolique, qu'autre chose parce qu'en vérité, ça va pas changer drastiquement l'OM, l'OM, ça reste une équipe de football. Ils feront, leur travail, très tranquillement donc voilà, c'est plus une suspension, symbolique, je pense que j'ai pas trop d'autres termes pour ça. Même si voilà, le truc, c'est que le débat sur l'arbitrage, il est totalement légitime. Je pense pas qu'aujourd'hui, il existe une personne qui regarde le football régulièrement, qui va te dire: «Non, l'arbitrage, tout va bien». Non, non, il y a un problème d'arbitrage, on le sait et je suis, youtubeur foot, vous le savez bien. Je regarde beaucoup de matchs de football. Généralement, les supporters, ils regardent leur club et c'est tout. Vous êtes supporter de Marseille, vous êtes supporter de Nantes, vous regardez l'OM, vous regardez Nantes, peut-être que vous regardez un petit peu à côté et voilà. Je regarde beaucoup de matchs, pas qu'en Ligue 1, en Première Ligue, en Liga, même voilà, parfois en Serie A, en Bundesliga, c'est très, très régulièrement. Il y a un problème d'arbitrage très global. Il y en a un en Ligue 1 qui est vraiment important, je trouve. C'est totalement clair et le débat sur l'arbitrage, il a lieu d'être. On en parle tranquillement, on débat. Le problème, c'est que là, le débat, il est très, très fermé. Il faut juste je pense, une remise en question globale. Il faut se reposer tranquillement. Il faut, ouvrir un débat sain avec les acteurs et repartir sur des bonnes bases parce qu'on arrive dans une toxicité qui est beaucoup trop accrue, honnêtement, les gars. Voilà, là, aujourd'hui, je fais des matchs, je fais des débriefs notamment, de matchs ou quoi. On me parle quasiment systématiquement d'arbitrage. C'est trop, quoi, c'est trop. J'aime parler du terrain et on me parle que d'arbitrage, c'est malheureux, mais je peux comprendre et dans l'absolu, tu vois, la forme de Longoria, bah, peut-être qu'elle est pas bonne. La sanction, elle est symbolique, ça va rien changer à Marseille en tant que tel, mais le fond, il est recevable. Le fond, c'est-à-dire se plaindre de l'arbitrage, bah, c'est pas choquant. Je pense qu'on a tous nos raisons aujourd'hui de se plaindre de l'arbitrage et voilà. Surtout que Marseille voulait, beaucoup y croire cette saison. Bon, maintenant, ça va être compliqué vis-à-vis du titre, mais la saison, évidemment, n'est pas terminée pour autant. Voilà, c'était la parenthèse fermée. Je vais pas pouvoir, parler encore, 20 minutes, hein, la vidéo est vraiment très, très longue. Par rapport au match en tant que tel, bon, OM, Nantes, donc dans un contexte particulier où ce sera, je crois, Stéphanie Frappard. Ah oui, bah, c'est ça, voilà, elle a indiqué ici. Stéphanie Frappard, la numéro 1, des arbitres, femmes, hein, il me semble. J'allais dire en France, même en Europe, hein, limite, qui arbitrera donc ces matchs-là. Qui aura donc, porté plainte normalement si j'ai bien suivi, hein, sur, Longoria. Donc situation un peu particulière, mais bon, on attend normalement un arbitrage, pro. D'ailleurs Nantes, avec Camboiré, je crois et même, Kita, le président de Nantes, voilà, a mis un peu la pression. C'est un scandale, quel arbitrage on va faire au Vélodrome? Enfin, ça va en steak, vous voyez les gars? Quand on parle de ce genre de truc, conflit d'intérêts, machin, on s'en sort pas, on s'en sort pas et voilà. Vivement que cette saison se termine qu'on parte aussi sur un truc sain et pourquoi pas des réformes ou quoi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses, sur le feu, sur de enfin bref, on va quand même parler du match en tant que tel. L'OM, Nantes, donc c'est un match très important. Nantes, comme j'ai expliqué, revient plutôt bien. Il y a eu une très, très bonne victoire. Assez surpris, contre Lens. Je savais que Lens, évidemment, n'était pas très bon, mais je voyais plutôt un nul, potentiellement une victoire de Nantes, mais Nantes a été très pertinent. J'ai vraiment, vraiment trouvé, un vrai bon match, de Nantes où globalement l'équipe a été bonne. D'ailleurs, Leroux aura marqué, je crois, son premier but en professionnel. Moses Simon aura fait un très bon match, très bon dribbleur, passeur, pas de problème là-dessus. Et bon, pour les Marseillais, vous le savez évidemment si vous avez suivi, il y a eu une vraie désillusion, une vraie déception, je pense, pour les Marseillais, parce que voilà, c'est triste parce que ce match-là, Auxerre Marseille, j'ai fait une vidéo de 25 minutes analysée dessus. Intéressant, je trouve, objectivement, voilà. Je dis pas que ma vidéo c'était la meilleure du siècle, mais j'ai trouvé ma vidéo bonne. Parce que tactiquement, il y avait des clés de compréhension super cool. Bon, bah, on en a quasiment pas parlé, ça m'a fait un peu mal au cœur, quoi. On m'a quasiment pas parlé du match, alors que le match pour moi était assez intéressant. C'est important aussi d'analyser les défaites. C'est intéressant et voilà, la vidéo est disponible, hein, si jamais vous voulez la regarder. En tout cas, l'OM a déjoué, tactiquement ici, où, Auxerre a joué extrêmement bas, sur le match, a réussi à contrer, la profondeur et tout machin, mais ça a été, un vrai, vrai problème de collectif, hein, de l'OM sur ce match-là. Je crois qu'Hoiberg a évoqué juste après le match, on n'a pas été assez bon, tout simplement. Pas assez de mouvement, pas assez de relais, intérieur, extérieur. Ça a pas été bon. Ça a pas été bon, pour les Marseillais et ils le savent très bien. Je pense pas qu'il y a un Marseillais qui s'est dit qu'on a fait un bon match contre Auxerre. Ça reste dur de jouer à Auxerre quand même, malgré le fait qu'ils avaient pas gagné depuis longtemps, ça reste dur, donc je peux quand même dire ça. C'est une équipe qui a perdu une seule fois. Pour vous dire à la maison, chez eux. Enfin oui, à la maison chez eux, vous avez compris, je suis désolé, la vidéo est très longue, je commence à fatiguer, surtout qu'il est tard. Voilà, voilà, donc Marseille-Nantes, allez, je vous le montre toujours pour la forme, hein, le classement à domicile, Marseille est quand même bien remonté, 19 points à domicile, bon,
Ça va, il y avait un début de saison compliqué à domicile, là, ça va beaucoup mieux. Par contre, je crois que Nantes, se déplace pas si mal. Allez, on va dire que c'est, voilà, relativement moyen en vrai. Il y a 11 points, bon, c'est pas les 4 derniers là, pour le coup, qui se déplacent très, très mal. 11 points pour Nantes, il y a que 2 victoires. Très honnêtement, je m'attends quand même à un match, toujours comme d'habitude. Marseille, très, très haut sur le terrain. On va avoir un Nantes, probablement, en bloc bas. Maintenant, ça va être, l'adage, hein, ça va être, la routine pour les Marseillais, comme les Parisiens. Affronter des équipes en bloc bas, très, très bas. D'ailleurs, je rappelle une chose, hein, Nantes a eu des résultats plutôt positifs contre des grosses équipes et d'ailleurs le Nantes OM, si je me souviens bien, alors ouais, Marseille avait gagné, mais il me semble qu'il y a eu, quand même quelques difficultés, heu sans non plus être choquante. Mais voilà, c'était un Nantes qui était à 26 de possession, qui a cherché que la vitesse normale, parce qu'ils ont la vitesse et ils ont la profondeur pour attaquer l'OM. Donc il faudra faire beaucoup mieux. Ça va être, un match un peu comme Angers, un match un petit peu comme contre Auxerre et donc est-ce que l'OM va réussir cette fois-ci? Honnêtement, oui, je vois bien l'OM, le faire parce que bon, alors il faut aussi, remettre, un coup de boost directement dans la machine. Je pense que Nantes peut être quand même un bloc bas qui peut avoir, des failles, certaines, surtout que le gardien, honnêtement, peut avoir, du mal, hein, Anthony Lopez. C'est pas, la folie en ce moment, il faut le dire. Il aura fait quelques bons arrêts, mais bon, quand tu vois notamment le match qu'il a fait contre Monaco où, Nantes en a pris 7, c'était trop, trop, trop compliqué. Il faut se le dire et naturellement, en fait, pour moi, l'OM a j'ai pas à dire, a manqué d'envie face à Auxerre, mais aurait dû jouer mieux et beaucoup plus vite et tout et parfois, souvent même quand tu as ces matchs à l'extérieur, tu joues un peu en mode diesel, tu joues pas à fond par rapport à l'adversaire qui se booste à fond. Tu vois un peu cette idée donc j'attends que De Zerbi remette aussi les joueurs, on va dire sur le bon chemin et je vois quand même l'OM, l'emporter. Un nul, pourquoi pas, mais là en vrai j'ai vraiment un feeling OM. Ce serait une, vraie décision je pense pour les Marseillais s'ils ne remportent pas ce match-là. Je vais pas monter trop haut non plus parce qu'attention à Nantes qui, revient bien. Il y a vraiment un Nantes qui je trouve, est intéressant, qui profite en fait de ses points forts, à savoir Moses Simon entre autres, toute sa vitesse et tout. On va dire, l'OM à 60-40, je vais pas monter plus haut. Attention quand même. Et voilà pour ce match-là. Eh bien, c'est la fin de cette énorme vidéo, les amis. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre présence. Merci également aux personnes qui écoutent en podcast, ceux qui écoutent au travail, à l'école, je sais pas, dans le bus, dans les transports. Merci pour votre soutien fou, tout simplement. Voilà, j'en profite aussi des vendredis pour vous dire ça aussi. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée, fin de journée, n'importe quoi. Un excellent week-end. C'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.